Vous, sale défenseur d'un voleur, vous êtes tous des ordures, officier Malik Mitchell, cria-t-il en lançant un coup de pied à la femme noire qui venait d'entrer dans la salle d'audience. Ce qu'il ignorait, c'était que cette femme était Lena Carter, la nouvelle chef de police, investie quelques heures plus tôt. Elle n'était pas là pour demander la permission. Elle était là pour exposer le système corrompu qu'il manipulait depuis des années. Quand son nom fut annoncé, la salle entière se figea. Mitchell blêmit. Son empire de mensonges s'effondra. Lena se tenait là, son regard froid comme l'acier. Un rappel que la vraie justice ne plie jamais. Dans quel état vivez-vous ? Là-bas, la police protège-t-elle les citoyens ou le pouvoir ? Salle d'audience numéro 3, tribunal de district de Millstone, mercredi matin. Rien d'inhabituel, sauf si vous étiez l'adolescent noir derrière le banc des accusés. Pas de caméra, pas de reporter, juste des rangées de bancs en bois. Des néons blafards se reflétant sur un plafond abîmé et une atmosphère pesante qui disait « Ici, les verdicts sont souvent décidés avant même que quiconque entre ». Les habitants plaisantaient. Si vous franchissiez ces portes menottées, vous aviez 80% de chances d'être condamné, même si personne ne se souvenait combien de temps durait le procès ou si de vrais arguments juridiques avaient été présentés. Ce jour-là ne faisait pas exception. Le jeune homme en question avait les cheveux courts, un visage encore juvénile, grand et mince, essayant de rester calme bien que sa bouche se crispait à chaque mention de son nom. Aaron Carter, 17 ans. Accusation, volume plus précisément, une montre juste assez chère pour en faire un crime. Pas d'empreinte, pas de vidéo claire, juste le témoignage d'un employé de magasin avec 8 ans d'expérience et un acte d'accusation standard en 3 paragraphes, motif de l'arrestation, comportement suspect et correspondance avec la description initiale du témoin. L'officier chargé de la sécurité de la salle ce matin-là était Malik Mitchell, un vétéran aguerri qui avait servi sous 3 chefs de police sans jamais être sanctionné. Son uniforme était toujours impeccable, son badge en argent terni par le temps, mais ses yeux étaient aussi perçants et froids que lorsqu'il avait rejoint la police. Mitchell n'avait pas besoin de parler. Debout, pieds écartés, bras croisés, il pouvait faire taire une salle. Un jeune avocat, prenant son téléphone, reçut un regard glacial. Un reporter novice, assis au mauvais endroit, fut expulsé sans explication. Dans cette salle, Mitchell n'avait pas besoin d'autorité judiciaire. Le vrai pouvoir, c'était d'inspirer la peur sans dire un mot, et ce jour-là, il fixait Aaron avec quelque chose de pire que du soupçon, du mépris pur. Un regard qui n'exigeait ni interrogatoire ni preuve, un regard qui avait fait baisser les yeux de nombreux jeunes hommes noirs avant qu'ils ne puissent ne parler. Mitchell voyait déjà la fin. Pour lui, Aaron était une tâche récurrente, petite, facile à effacer, mais si fréquente qu'il croyait que la société se dégradait. Dans sa vision du monde, la couleur de peau était un défaut, un danger social qui ne nécessitait pas de raisonnement plus profond. Et pour Mitchell, plus vite on traitait l'affaire, plus la ville était paisible. Le procureur, Richard Hams, un homme corpulent à la voix monocorde et aux yeux fatigués, semblait compter les minutes avant de pouvoir partir. Il n'avait pas besoin de plaider. Tout le monde était habitué à la même performance. L'accusation, quelques détails biographiques déformés, une faible objection de la défense, puis le verdict. En parlant d'Aaron, il ne disait pas « adolescent » ou « étudiant », mais le qualifiait d'individu avec des antécédents de comportement perturbateurs dans un cadre scolaire. En réalité, Aaron avait été marqué en retard à l'école 3 fois. Mais dans le récit officiel, cela devenait une histoire de violations disciplinaires répétées. Les détails mineurs étaient amplifiés, les faits importants floutés. Hams lisait dans le micro d'une voix endormie juste assez pour rendre les charges symboliques officielles. Personne n'objectait. L'avocate de la défense semblait être la seule à se demander pourquoi elle était là. Une femme d'âge moyen, cheveux en désordre, mains tremblantes. Elle ne s'était jamais présentée. Elle demanda au tribunal de considérer la coopération de l'accusé, bien qu'Aaron n'ait pas été directement interrogé. Elle ne souleva pas la question des preuves, ne contesta pas le témoignage biaisé, ne mentionna pas l'absence de vidéo claire. Elle conclut par une phrase « Nous espérons que le tribunal verra cela comme une erreur de jeunesse, pas comme un risque à long terme. » Ce n'était pas une défense, c'était une capitulation. Personne dans la salle ne parut. Mitchell ne bougea pas une fois jusqu'à ce qu'Aaron tourne légèrement la tête pour regarder en arrière. Alors, il s'avança, posa une main sur les menottes et appuya juste assez fort pour clouer Aaron au banc. Pas violemment, juste assez pour dire « Tu ne fais rien sans mon accord ». Aaron se raidit, ravalant sa rage. Ses yeux étaient rouges, mais aucune larme ne coulait. Depuis les bancs arrière, personne ne parla. Une femme d'âge moyen secoua la tête. Un jeune homme serra son téléphone mais ne filma pas. Un couple blanc, bien habillé, baissa les yeux pour éviter tout contact visuel. Tout le monde regardait, mais tout le monde avait appris à se taire, jusqu'à ce que la porte arrière du tribunal s'ouvre. Pas bruyamment, juste assez pour attirer l'attention. Une femme noire entra, manteau noir tenant un dossier. Pas d'excuses, pas de panique. Elle regarda directement Aaron.
Et dans ses yeux, quelque chose fit pivoter Mitchell, comme si ses instincts venaient d'être fendus en deux. Au début, personne ne la remarqua, juste une femme noire en manteau noir. Environ 1,65 m, cheveux soigneusement attachés, sans maquillage, marchant sans hâte, mais avec une intention claire. Elle entra par la porte latérale, bras, tenant une pile épaisse de documents agrafés dans un dossier bleu foncé. Pas d'introduction, pas de permission, pas de bruit superflu. Elle marcha simplement jusqu'au premier rang, près de la section des avocats, et se tint immobile, comme si elle savait exactement où elle devait être avant même d'entrer. Dans un endroit où chacun avait appris à marcher doucement, parler bas et demander la permission avant de bouger d'un pouce, sa présence était une rupture, un silence étrange dans une salle remplie de bruissements de papier et de respirations interrompues. Personne ne savait qui elle était, pas de badge, pas d'avocat à ses côtés, aucun signe qu'elle était appelée à témoigner. Mais sa posture, droite, regard fixe, ne semblait pas perdue. Quelques personnes froncèrent les sourcils. Le greffier leva les yeux, puis les baissa. Un officier détourna le regard pour éviter le contact visuel. Personne ne l'arrêta, personne ne lui demanda de partir. Quelque chose dans sa manière de se tenir rendait les gens prudents. Pas parce qu'elle était agressive, mais parce qu'elle était trop calme, trop résolue. Dans une salle où chaque tête avait appris à s'incliner, quelqu'un qui gardait le dos droit et le regard stable était, de manière discrète mais claire, défiant. Cela disait « je n'ai pas peur ». Et dans cette salle, ne pas avoir peur était presque inexistant. Être sans peur signifiait ne pas être entraîné à la soumission, et ne pas se soumettre signifiait le pouvoir de changer les règles. Malik Mitchell le remarqua aussi. Il se tenait près du box des accusés, bras croisés, yeux balayant la salle comme d'habitude, jusqu'à ce que quelque chose cloche. Il se tourna, la vit, fronça les sourcils, non pas par reconnaissance mais par confusion. Une étrangère, pas sur la liste des témoins, sans badge, sans raison officielle d'être là. Il marcha vers elle, lentement, délibérément, sans grogner, sans se presser, juste un homme trop habitué à faire reculer les autres par sa seule présence, un homme qui avait vu des regards se baisser avant même qu'il ne parle. Mais cette fois, la femme ne recula pas, ne tressaillit pas. Ses yeux se verrouillèrent sur les siens, stables, sans ciller, sans excuse. Et dans cet instant fugace, Mitchell, qui avait manipulé des centaines de procédures judiciaires, ressentit un frisson dans le dos face à quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. « Qui pensez-vous être ?» dit-il, pas fort, mais assez pour que quelques têtes se tournent. Personne ne parla pour elle. Elle posa son dossier calmement, ouvrit une enveloppe et en sortit une feuille. Elle ne la brandit pas, ne la montra pas, ne parla pas. Elle la tint simplement contre sa poitrine et fit face au juge, un vieil homme cherchant ses lunettes. Mitchell fronça de nouveau les sourcils. Il n'aimait pas le silence délibéré, surtout de quelqu'un qui refusait de s'incliner. Il avança plus vite, bloqua sa vue, adoptant la même posture qu'il utilisait contre les manifestants dans la rue. Pieds fermes, main sur la ceinture, regard fixe, prêt à réprimer. « Je vous ai demandé qui vous êtes ». Sa voix était plus froide maintenant, tranchante, avec une autorité à peine contenue. Elle ne répondit toujours pas. Elle fit un demi-pas sur le côté, évitant le contact, sans reculer, et garda les yeux sur le banc. Un petit geste, mais il apporta un silence étrange dans la salle, non pas parce qu'elle était non coopérative, mais parce qu'elle refusait de reconnaître l'homme qui donnait des ordres devant elle. Mitchell sentit le sang monter à son cou. Il perdait le contrôle. « Sortez » siffla-t-il, la voix tendue, les yeux rouges. « Vous n'êtes pas autorisé à rester ici. C'est une salle d'audience. Pas de convocation, pas de raison. Vous perturbez la procédure. » Quelques personnes tressaillirent. Une chaise bougea à l'arrière. Un jeune garde saisit sa radio, prêt à intervenir, mais Mitchell lui fit signe de s'arrêter comme pour dire « Je gère ». Il s'approcha, la voix grinçante. « Qui pensez-vous être, à entrer ici comme si vous dirigiez l'endroit ?» La femme leva les yeux. La lumière de la fenêtre latérale éclaira sa joue, révélant les lignes fatiguées autour de ses yeux, mais son regard resta clair. Pour la première fois, leurs yeux se rencontrèrent pleinement. Mitchell était assez près pour entendre sa respiration. Légère, sans peur, sans défi, sans provocation, juste un regard d'une clarté absolue. Quelqu'un qui savait où elle était, ce qu'elle faisait, et n'avait pas besoin de permission pour faire ce qui était juste. Mitchell ne supportait pas ce silence. Pour lui, le silence pouvait être une résistance, et la résistance devait être traitée. Elle ne parla pas, ne recula pas, ne détourna pas les yeux, et cela le fit se sentir sapé. Dans le monde qu'il avait construit pendant 15 ans, où un seul regard de lui faisait baisser les têtes, où le pouvoir se mesurait à la peur qu'il pouvait inspirer, sa présence était une lame tournée contre lui. Il tendit la main vers son épaule, peut-être pour tirer, peut-être pour pousser, peut-être juste pour prouver qu'il pouvait encore toucher le pouvoir sans conséquence. Mais avant que ses doigts n'atteignent le tissu de son manteau, un bruit soudain retentit derrière lui. Une chaise s'écrasa au sol, quelqu'un se leva, une alarme sonna, et à cet instant précis, Mitchell ne savait pas qu'il était sur le point de porter un coup qui déciderait du reste de sa vie. Mitchell ne pouvait plus maintenir son calme extérieur. Le silence de Lena l'irritait, mais c'était son regard ferme,
inflexible, qui étranglait l'ego habitué à commander. Il ne supportait pas d'être ignoré par une femme noire, sans un signe, sans explication, mais osant se tenir dans la salle comme une égale. L'atmosphère tendue et silencieuse brisa les habitudes manipulatrices sur lesquelles il s'était appuyé dans des centaines d'audiences. Et puis, dans un moment de perte de contrôle, Mitchell cria, peu importe qui écoutait, « Vous venez ici pour défendre ce voleur sans valeur ? Vous, les gens comme vous, êtes la racaille de la société. » Sa voix déchira la salle comme celle d'une bête acculée. Plus de raisonnement, juste de l'instinct. La salle se figea. Tous les regards se tournèrent à l'unisson. Personne n'avait attendu qu'un officier de haut rang perde ainsi le contrôle en public. Les têtes se baissèrent, une femme âgée au deuxième rang couvrit sa bouche. Un jeune homme sortit discrètement son téléphone, mais personne n'osa le lever pour filmer. L'air sembla retenir son souffle pendant une seconde, attendant la réponse de celle qui venait d'être insultée. Léna ne sia pas, mais cette fois, elle parla. Pas fort, pas en argumentant, mais d'une voix claire, stable, sans tremblement. « Vous insultez quelqu'un qui n'a pas été condamné ?» dit-elle sans regarder Mitchell, mais droit vers le juge. « Et si ceci est encore une salle d'audience, j'ai le droit d'exiger que ce comportement cesse. » Personne ne répondit. Elle se tourna légèrement, regardant Mitchell pour la première fois. Pas pour le confronter, mais pour lui rappeler « Mon frère, Aaron Carter, n'a pas encore 18 ans. Il n'a pas été condamné, n'a pas d'antécédents et n'a jamais été entendu. Vous n'avez pas le droit de l'appeler voleur, tout comme vous n'avez pas le droit de traiter qui que ce soit ici de racaille. » Sa voix n'était pas forte, mais elle résonna comme un coup de marteau dans une place de village, chaque mot ébranlant l'ordre invisible que Mitchell avait construit au fil des années. Et parce que c'était juste, cela le désarma plus qu'aucune contre-attaque n'aurait pu le faire. Mitchell recula d'un demi-pas. Il ne savait pas comment répondre. La manière dont cette femme ne criait pas, ne maudissait pas, ne suppliait pas, le déstabilisa. Dans le système qu'il avait autrefois dominé, sa réaction n'avait pas de place dans le scénario. Il n'avait jamais été formé à affronter une défiance fondée sur des principes. L'air dans la salle commença à crépiter. Un jeune officier lança un regard furtif au juge, attendant des instructions. Un greffier feuilleta des dossiers, feignant d'être occupé. Quelqu'un murmura « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais personne ne répondit. La forteresse que Mitchell commandait autrefois s'effritait, et il le savait. Mais au lieu de reculer, il choisit la seule réponse que le pouvoir lui avait apprise, la répression. Ses pieds bougèrent légèrement. Ses poings se serrèrent, se relâchèrent, puis se serrèrent à nouveau. Les veines de son cou saillirent. Personne ne le remarqua, sauf Léna. En un éclair, elle appuya légèrement sur le dossier sous son pied, se préparant à ce qui allait arriver. Mitchell, qui donnait toujours des ordres avec sa bouche, s'apprêtait à en donner un avec son corps. L'atmosphère du tribunal commença à changer. C'était comme si une petite fissure était apparue dans l'ordre établi depuis longtemps. Et tout le monde le ressentait. La sténographe, d'habitude robotique dans la transcription des débats, hésita, la sueur trempant le col de sa chemise blanche. Le procureur, à la table opposée, baissa la tête plus lentement que d'habitude, observant Mitchell du coin de l'œil. Les spectateurs se raidirent soudainement, non pas pour fuir, mais pour se préparer à ce qui pourrait éclater. En quelques secondes, ce qui avait été considéré comme un procès mineur, une audience banale, s'était transformé en une scène où le pouvoir brut faisait face à une vérité qui refusait d'être écartée. Mitchell se tenait là, poing serré, souffle rapide. Il n'avait jamais été réduit au silence ainsi, jamais confronté à un regard comme celui de Léna. Ce n'était ni agressif, ni amer, ni soumis. C'était comme un miroir le reflétant, révélant tout ce qu'il avait essayé de cacher. Dans son esprit, crier plutôt aurait dû la faire peur, la déstabiliser ou au moins la faire reculer d'un pas. Mais non, elle tenait bon. Elle le regardait droit dans les yeux. Et pire, elle parlait le langage de la loi, la chose même qu'il utilisait pour protéger son abus d'autorité. Dans les yeux de Léna, Mitchell n'était plus l'arbitre de la justice, mais quelqu'un que la justice était venue chercher. Il recula, personne ne le remarqua. Mais pour Léna, c'était assez. Elle n'avait pas besoin de le dominer. Elle avait juste besoin qu'il perde le contrôle. Parce que lorsqu'un homme habitué à manipuler perd le contrôle, il devient sa propre preuve. Le juge tapa légèrement son marteau sur le bureau en bois, le son résonnant étrangement distant et déplacé au milieu de la tension lourde. « Silence dans la cour », dit-il d'une voix rauque, semblant plus implorée qu'ordonnée. Personne ne répondit, car ce dont on avait besoin maintenant, ce n'était pas de la foule, mais de la fureur qui gonflait à l'intérieur de l'officier tremblant. Mitchell tenta de reprendre le contrôle et échoua. Ses doigts se serraient, se relâchaient, se serraient à nouveau. Ses jambes bougèrent comme par instinct. Il n'entendait rien, rien. Pas de défense, pas de frappe sur un clavier, pas de bruit, sauf son propre cœur battant. Ce n'était plus une réaction professionnelle. C'était une rage pure, nourrie par la perte de domination, de statut et de contrôle. Léna se tenait immobile, sans ciller. Ses mains n'étaient pas serrées. Elle déplaça légèrement son pied, s'ancrant au sol.
comme quelqu'un qui savait qu'un coup allait venir, mais avait décidé de ne pas tressaillir. Et puis, au milieu de la tension suffocante, Mitchell pivota sur sa hanche, leva le genou et donna un coup de pied sans avertissement. Pas en légitime défense, pas pour neutraliser un porteur de couteau, mais un coup d'une bête prise au dépourvu. Enragé d'être nommé, il frappa Lena. Un coup direct, porté d'en haut, visant la poitrine d'une femme qui n'avait apporté que des papiers et sa droiture. Un son sourd et brutal résonna. Personne ne réagit à temps. Quelques personnes haletèrent. Une chaise bascula. Un faible cri se fit entendre, mais surtout, il y avait un silence terrifiant, comme si le monde venait de voir quelque chose d'irréversible. Un moment à retenir, non pas pour ceux qui avaient survécu, mais parce qu'un système venait de révéler sa vraie nature à travers la force qu'il avait déchaînée. Mitchell se tourna sans hésiter. Il ne cria pas, ne grogna pas, n'aboya pas d'ordre. Le coup était venu comme un réflexe conditionné. Un instinct brutal, affiné par des centaines de répressions dans la rue, d'arrestations musclées et de leçons données à des suspects menottés sans caméra pour témoigner. Mais cette fois, le coup n'avait pas eu lieu dans une ruelle sombre ou un couloir de commissariat. Il s'était produit dans une salle d'audience, au son du marteau, parmi des gens ayant juré de faire respecter la loi. Et Mitchell s'en moquait. Pour lui, ce n'était pas imprudent. C'était une punition juste, une façon de lui donner une leçon. Dans son esprit, Lena n'était pas une femme, elle n'était pas une citoyenne, elle n'était pas quelqu'un méritant le respect. C'était une noire bruyante s'introduisant dans un lieu où elle n'avait pas sa place, agissant comme si elle connaissait la loi mieux qu'un homme qui l'avait appliquée pendant 20 ans. Pour lui, le coup n'était pas de la violence, c'était du contrôle. C'était une déclaration qui possède vraiment cet espace. La pointe de sa botte noire s'écrasa sur la poitrine et l'épaule de Lena, la repoussant en arrière. Pas de bruit fort, pas de craquement d'os, pas de cri, mais cela résonna dans la salle scellée comme une gifle au visage de la justice. Lena, son dossier s'ouvrit, les pages s'éparpillant comme des papillons gris sous la lumière blanche des néons. Elle gémit, se soutint d'une main, mais ne demanda pas d'aide. Mitchell ne bougea pas. Une jambe en arrière, main sur sa ceinture, yeux fixés sur elle comme un prédateur regardant sa proie tomber. Pas de regret, pas d'hésitation, juste une satisfaction brûlante, chaude comme un mauvais whisky. Dans son esprit, c'était l'ordre. Le vrai ordre. Pas des lois sur papier, mais la peur dans la gorge des gens. Il pensait qu'elle tremblerait, pleurerait, ramasserait ses papiers en panique. Peut-être que quelqu'un appellerait la sécurité, mais ensuite tout redeviendrait silencieux, car cette salle était toujours la sienne. Et ce coup, c'était juste lui rappelant à tous « Je suis toujours la loi ici ». Il attendait le silence habituel, les regards détournés, la complicité silencieuse qu'il avait cultivée pendant des années. Mais cette fois, personne ne le regardait de la même manière. Certains détournèrent les yeux, non pas par peur, mais par dégoût. Quelques-uns échangèrent des regards silencieux. Une chaise racla doucement le carrelage. Silencieux, mais assez pour le secouer. Mitchell regarda Lena. Elle ne supplia pas. Elle ne demanda pas d'aide. Elle ne cria pas. Elle ramassa simplement ses pages, stable et impassible. Toujours pas silencieuse, toujours résistante, et cela l'irritait. Le vent qu'il pensait avoir commencé à s'éroder. Pas parce que les autres réagissaient, mais parce que celle qu'il avait frappée refusait de se recroqueviller. Il avait fait tomber beaucoup de gens. Ils avaient toujours reculé. Mais Lena, non. Elle avait été frappée. Elle était tombée, mais elle n'avait pas cédé. Cela le troublait profondément, car si ce coup ne pouvait pas la réduire au silence, alors peut-être serait-ce le dernier qu'il donnerait en uniforme. Personne ne réagit immédiatement. Le temps s'arrêta. Tout le monde vit chaque mouvement, chaque balancement de sa jambe, mais personne ne bougea. Le garde près de la porte principale serra sa ceinture, effleura sa radio, puis s'arrêta. Pas par doute, mais parce que personne ne les avait formés pour cela. Un officier senior attaquant quelqu'un en pleine audience. Le procureur, Richard Hams, se pencha en avant, la main à moitié sur la bouche, les yeux écarquillés. Il ne dit rien. La main du juge trembla légèrement sur le marteau, mais il ne le souleva pas. Pas par peur, mais par incrédulité. Il n'avait jamais imaginé devoir frapper le banc pour quelque chose comme ça, venant d'un homme ayant juré de faire respecter la loi. Un soupir échappa à une femme âgée au 3e rang. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, puis couvrit sa bouche comme si elle avait fait quelque chose de mal. Une petite fille s'accrocha à sa mère, les yeux fermés, non pas de douleur, mais de peur. Un jeune homme leva son téléphone, puis le baissa. Personne ne dit un mot, personne ne bougea. Parce que ce coup et le silence qui suivit avaient été dépouillé le badge de Mitchell de tout son sens. La salle d'audience n'était plus un lieu de justice. C'était une scène de crime. Et au centre de tout cela, Lena Carter, meurtrie mais pas brisée, ne pleura pas, ne jura pas, ne cria pas. Elle ramassa ses papiers, page par page, comme pour dire à chaque mouvement « Je suis toujours là, je ne suis pas parti. Et vous venez de faire une erreur que vous ne pouvez pas défaire. » Mitchell se tenait là, respirant encore fort, mais cette fois, il ne la voyait pas comme une subordonnée. Il voyait une fissure qu'il ne pouvait pas réparer,
Et quelque part dans cette salle, quelqu'un avait commencé à enregistrer. Lena se releva lentement, une main s'appuyant sur le banc, l'autre pressée contre son flanc où Mitchell l'avait frappée. Elle ne chercha pas à cacher la douleur, mais ne la laissa pas dominer sa voix. Sa poitrine était oppressée, sa respiration encore irrégulière, mais son regard ne vacilla jamais. Avec des dizaines d'yeux fixés sur chacun de ses mouvements, elle ne tressaillit pas, ne recula pas. Elle se redressa, debout, au centre d'une salle d'audience désormais noyée dans un silence stupéfait. Personne ne s'attendait à ce qu'une femme, juste renversée par un officier en pleine cour, se relève si calmement. Pas de colère, pas de cris, pas de larmes. Et c'était précisément cela, plus que tout, qui fit s'arrêter les gens, non par pitié, mais parce qu'elle restait entière. Elle regarda directement Mitchell, l'homme qui avait porté le coup, sans que quiconque ose l'arrêter. Il se tenait toujours là, respirant lourdement, le visage mêlant confusion et défi. Mais les yeux de Lena ne clignèrent pas. Puis elle parla, sa voix basse mais claire, chaque mot atteignant sa cible. Si ici, dans une salle d'audience où il y a des lois, un juge et un procureur, vous pouvez agir ainsi, dit-elle, marquant une pause brève en balayant la salle du regard. Alors je me demande, dans des lieux sans contrôle, sans caméra, sans personne pour intervenir, qu'avez-vous fait à ceux qui ne pouvaient pas se défendre? Personne ne répondit. Personne ne respira bruyamment. Cette question n'était pas seulement pour Mitchell, c'était un miroir soudain dressé au milieu de la salle, reflétant le silence collectif, la tolérance conditionnée et la complicité invisible de ceux qui avaient détourné les yeux quand le pouvoir agissait sans limite. Certains baissèrent les yeux, d'autres détournèrent le regard, mais personne ne le nia, car il ne le pouvait pas. Mitchell serra la mâchoire, il ne répondit pas non par culpabilité, mais parce qu'il n'avait pas de mots. Cette phrase ne permettait pas de réplique. Elle n'était pas faite pour débattre. Elle était là pour clarifier. Nous vivons dans un système qui a permis ce coup, et tout le monde ici l'a vu en silence. Une femme d'âge moyen essuya ses yeux avec un mouchoir. Un greffier laissa tomber son stylo et ne le ramassa pas. À l'arrière de la salle, le juge regarda enfin Mitchell directement, visiblement irrité pour la première fois ce matin-là. Lena ne bougea pas. Elle ne cria pas. Elle ne demanda rien. Et c'était exactement pourquoi tout le monde dans la salle comprit. Ils n'assistaient plus seulement au procès d'un adolescent accusé d'un petit vol. Ils assistaient à une nouvelle mise en accusation, une accusation visant le système qu'ils avaient cru juste. Ce qui suivit était quelque chose que Malik Mitchell n'avait jamais vu venir, car il n'était plus le seul à détenir un pouvoir que personne n'osait défier. Lena se baissa lentement, ramassant les papiers éparpillés au sol, comme si chaque geste avait un sens. Elle ne se précipita pas, ne fut pas distraite par la douleur, pleinement présente dans l'instant. Au milieu de la salle figée, elle s'arrêta sur une feuille fine, pliée en 3, tamponnée en rouge avec une signature fraîche. La lumière du plafond accrocha l'encre, encore légèrement brillante. Lena tint la feuille contre sa poitrine face au juge et parla « Je m'appelle Lena Carter, nouvelle chef de police de Millstone. La nomination a pris effet ce matin. Les documents originaux sont déposés au bureau du maire, mais ceci est une copie certifiée d'urgence. » Ces mots tombèrent comme un verdict silencieux, brisant les dernières hypothèses dans la salle. Personne ne réagit à temps. Lena releva la tête, son expression n'était plus froide, juste stable. « Et oui, ajouta-t-elle, j'ai l'autorité pleine et entière de suspendre tout officier qui abuse de son pouvoir en public. » La salle était d'un silence absolu. Personne ne parla, personne ne se regarda. L'air, déjà tendu auparavant, était maintenant si crispé qu'un petit bruit aurait pu tout faire éclater. Quelqu'un laissa tomber un stylo, le claquement métallique résonna, aigu comme du verre. Un employé du tribunal prit une profonde inspiration et se redressa. Un garde lança un regard à son collègue sans rien dire. Mais son regard avait changé, passant de l'attente des ordres de Mitchell à l'observation d'un nouveau commandement venant d'ailleurs. Plus personne ne voyait Mitchell comme une figure d'autorité. Il ne savait pas quoi penser de lui, seulement qu'il ne pouvait plus le regarder de la même manière. Quelqu'un dans la salle murmura « C'est vraiment elle ». Mais personne ne suivit. Ce n'était pas nécessaire. Chaque mot qui suivrait ne serait qu'une note de bas de page à un moment qui avait déjà tout bouleversé. Et Mitchell, il resta figé. Pas défiant, pas moqueur, pas dominant, ses yeux étaient fixés sur le papier dans la main de Lena, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit. Il regarda autour de lui, comme un homme soudain jeté hors du bateau qu'il pensait diriger. Mais chaque paire d'yeux dans la salle s'était détourné. Plus d'alliés. Il n'était plus aux commandes. Personne ne le sauverait. Pas de hochement. Le nom de Mitchell, autrefois murmuré avec crainte par ceux qui n'osaient pas parler, était maintenant affiché ouvertement, accompagné de surnoms comme le tyran du badge, la brute à l'insigne, le visage de l'autorité sans loi. Les médias commencèrent à fouiller dans les vieux dossiers. Des plaintes écartées, des rapports internes jamais publiés, des arrestations qui durèrent 3 minutes et se terminaient par « le suspect a résisté ». Plus personne ne croyait que Mitchell avait simplement surréagi. Il était désormais le symbole de quelque chose de pourri, et personne n'était prêt à le laisser s'échapper discrètement.
Mais tout le monde ne soutenait pas Lena. À mesure que la vidéo du coup se répandait, un groupe, majoritairement composé de résidents blancs des banlieues de Millstone, se rallia pour défendre Mitchell. Il ne niait pas l'incident, ni n'excusait pas le fait de frapper une femme non armée en cours, mais qualifiait en cela de réaction instinctive d'un officier sous pression. Dans des groupes privés et des forums d'extrême droite, le ton devenait ouvertement raciste. Si le frère est un voleur, la sœur n'est pas mieux. Regardez comment ces gens se comportent. Ça dit tout sur leur éducation, même les flics blancs doivent avoir peur d'eux maintenant. Des théories du complot circulaient, Lena avait orchestré l'événement. Elle savait qu'elle serait promue et avait simulé l'attaque pour faire tomber Mitchell. C'est un piège médiatique. Comment les Noirs reprennent le pouvoir en jouant les victimes? Un groupe Facebook nommé Soutien à l'officier Meux fut créé 2 jours après le procès. En 48 heures, il comptait plus de 12 000 membres, partageant des photos jeunes de Mitchell, des lettres de remerciement de personnes qui l'avaient aidé lors de pannes sur la route et des montages montrant Lena entrant dans la salle sans autorisation, menaçant l'ordre légal. Une vidéo rejouant l'entrée de Lena, intitulée « Quand une politicienne prétend être victime », atteignit plus de 300 000 vues sur YouTube. Les commentaires étaient remplis de colère contre le privilège noir, prétendant que Lena avait une immunité uniquement parce qu'elle était une femme noire. Alors que les médias grand public tentèrent de rester neutres, les réseaux sociaux s'étaient divisés en 2 camps clairs. L'un dénonçant Mitchell comme un abuseur de pouvoir, l'autre le louant comme le dernier homme assez courageux pour dire la vérité. La pression des 2 côtés força la cour à suspendre le procès d'Aaron Carter, le jeune frère de Lena, accusé de vol. Le communiqué de presse cita une raison brève. Le procès ne peut plus garantir l'impartialité suite à un incident grave impliquant un représentant légal d'un témoin. Personne ne dit explicitement que le procès était reporté à cause du coup, mais tout le monde le savait. Une fois encore, la justice s'écarta, non pas faute de preuves, mais à cause de l'ombre écrasante d'un acte violent. Mais contrairement à auparavant, l'histoire ne s'évanouit pas. Elle ne fut pas réduite à une ligne dans un mémo interne ou enterrée dans une réunion à huis clos. Cette fois, Millstone, une ville longtemps engourdie par des violences oubliées, fut forcée d'y faire face publiquement, directement, sans pouvoir détourner les yeux. Durant sa première semaine en tant que chef de police, Lena Carter ne tint pas de conférence de presse, ni n'apparut dans les médias, contrairement à la plupart de ses prédécesseurs. Elle passa chaque jour au 4e étage, là où se trouvaient les affaires internes et la base de données des plaintes des citoyens. Le premier ordre qu'elle signa ne concernait pas la nomination d'assistants ou une réorganisation du personnel. C'était une directive pour examiner chaque dossier impliquant l'officier Malik Mitchell des 12 dernières années. Moins de 48 heures plus tard, un rapport préliminaire atterrit sur son bureau. 14 plaintes officielles portant le nom de Mitchell, toutes marquées « suspension interne ». Pas d'explication, pas de suivi, pas de dossier disciplinaire joint. 9 d'entre elles n'étaient jamais apparues dans une base de données publique. 3 n'existaient qu'en copie papier, jamais numérisée. Une était enregistrée sous des initiales, et une autre avait complètement disparu. Lena lut chaque ligne attentivement. 8 plaintes provenant de civils, principalement de quartiers à faible revenu. 3 émanaient de personnes précédemment arrêtées pour résistance à la loi. 2 venaient d'avocats indépendants hors de la payroll de la ville. Et une, si discrète qu'elle fit taire tout le bureau, avait été déposée par un officier accusé, accusant Mitchell de menaces et de coercition pour falsifier des rapports. Cet officier avait demandé un transfert peu après, puis quitté la police. Lena fit croiser les dates des plaintes avec l'historique de service et les récompenses de Mitchell. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. 11 des 14 plaintes coïncidaient parfaitement avec les périodes où Mitchell était loué comme officier exceptionnel ou de meilleur performeur dans des zones à forte criminalité. Les mêmes distinctions que la presse locale avait autrefois célébrées correspondaient au moment où des victimes se manifestaient et étaient discrètement effacées. Une plainte indiquait « J'ai été forcé de signer une confession après avoir été retenu après les heures de bureau, sans avocat. Mitchell m'a dit que si je ne coopérais pas, mon dossier disparaîtrait pour toujours. » Une autre venait d'une mère célibataire de 34 ans. « J'avais trop peur pour témoigner. Il m'a dit un jour « Tu veux que ton enfant continue d'aller à l'école, non ?» Des mots simples, sans théâtralité, mais glaçants dans leur clarté. Ils révélaient une structure de pouvoir cachée, construite non sur la force brute, mais sur le silence, la peur et l'éclat poli des récompenses encadrées. Lena se rendit personnellement aux archives du sous-sol, un espace poussiéreux et presque oublié du commissariat. Des boîtes de dossiers papier restaient intactes depuis des années. Certains documents avaient des agrafes rouillées, des reliures effritées, mais ils étaient là. Des déclarations manuscrites, des signatures tremblantes, des tampons rouges délavés d'une ère prénumérique. Les preuves que personne ne voulait voir étaient maintenant devant la nouvelle chef. Pas de conspiration, pas de mystère, juste un système méthodique et silencieux d'effacement où la vérité n'avait pas besoin d'être déformée, seulement ignorée. Lena ne ressentit pas de colère. Elle se sentit responsable. Le nom de Mitchell ne s'effaçait pas sur ses pages. Mais pour la première fois en 12 ans,
Il n'était plus seul. Quelqu'un reconnectait enfin les pièces suspendues, sans explication. Au milieu des recherches, un détail apparemment mineur émergea d'un garçon sans nom dans aucun dossier. Kevin Simmons, 16 ans, fréquentait la même école qu'Aaron Carter. Ils n'étaient en pas proches, pas même connaissance. Mais ce matin-là, Kevin passait à vélo devant le marché en rentrant de la bibliothèque lorsqu'il assista à quelque chose qu'il n'oublierait jamais. James Brooks, un vieil homme connu pour s'asseoir à l'arrêt de bus près du marché, fut dérobé de sa montre sous ses yeux. Kevin allait crier quand il vit un autre jeune homme surgir sur un vélo, poursuivant le voleur. Quelques minutes plus tard, ce même jeune homme, Aaron, revint essoufflé et rendit la montre à M. Brooks. Mais lorsque la police arriva, ils ne demandèrent pas qui était la victime. Ils ne demandèrent pas qui avait poursuivi le voleur. Tout ce qu'ils virent, c'était un adolescent noir en sueur, en t-shirt gris, debout près d'un vieil homme et d'un objet volé. Les menottes claquèrent sur les poignets d'Aaron comme si elles faisaient partie du plan. Kevin vit tout, mais ne dit rien, en partie par peur, en partie en croyant que les adultes régleraient l'affaire. Il rentra chez lui, ne dit rien à personne, n'écrivait rien, laissant simplement le souvenir tourner en boucle dans sa tête comme un film sans fin, jusqu'à ce qu'il voie la vidéo de Lena frappée et apprenne qu'elle était la sœur d'Aaron. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il demanda discrètement à son professeur principal « Si j'ai vu quelque chose d'important et que personne ne m'a interrogé, puis-je encore le dire ?» La première rencontre entre Lena et Kevin eut lieu dans une petite salle de repos à l'école. Pas de caméra, pas de pression. Kevin raconta tout en détail la couleur du t-shirt du voleur, la cicatrice sur son cou gauche, sa taille plus petite que celle d'Aaron et comment Aaron l'avait poursuivi, n'ayant rien volé. Il se souvenait même d'une épicerie à proximité avec une caméra de surveillance gérée par une famille chinoise qui la maintenait en fonction à cause de vols répétés. Lena nota tout. Elle ne le félicita pas, ne lui tapa pas dans le dos. Elle dit simplement « Tu viens de donner à mon frère une chance d'être traité par la loi comme il aurait dû l'être dès le début. » La déclaration de Kevin fut immédiatement enregistrée dans un nouveau rapport. Lena ordonna un balayage des vidéosurveillances de la zone, en particulier celles couvrant l'arrêt de bus et la fuite du suspect. Mais un problème persistait. Les vidéos de sécurité ne duraient que 7 jours, sauf si elles étaient archivées. 9 jours s'étaient déjà écoulés. Pourtant, avec l'aide de sa nouvelle équipe et d'un allié inattendu, le propriétaire du magasin qui avait sauvegardé la vidéo, juste au cas où, après avoir vu quelqu'un poursuivre quelqu'un, un enregistrement flou mais utilisable fut récupéré. On y voyait un homme noir de petite taille, en t-shirt sombre, avec un tatouage au cou, arrachant quelque chose à M. Brooks. Quelques secondes plus tard, Aaron Carter apparaissait sur son vélo à sa poursuite. La dernière image, Aaron rendant la montre. Pas de vol, pas de fuite, pas de culpabilité. Il fut un temps où le nom de Malik Mitchell était un symbole implicite de stabilité à Millstone. Pas le genre de stabilité qui vient d'une véritable sécurité, mais celle bâtie sur la peur et l'acceptation conditionnée. Mitchell n'était ni particulièrement brillant ni stratégique, et il n'était certainement pas un leader inspirant. Mais il possédait une qualité que tout système recherche, la capacité d'agir sans hésitation. Pendant plus d'une décennie, il ne s'était jamais distingué par ses compétences d'investigation, mais il était un visage familier dans les gros titres sur les arrestations rapides, les interventions efficaces et la restauration de l'ordre dans les quartiers le troublés. Il avait serré la main de 3 maires différents et était apparu dans une série documentaire locale, dans les coulisses de la police, où il parlait avec fierté de neutraliser les menaces avant qu'elles ne causent des dommages. Et il y croyait. Il croyait que la rapidité était la justice, que la lenteur était une faiblesse, que la minutie signifiait mollesse. Pour lui, être ferme et rapide faisait reculer les criminels, chaque rapport portant son nom était concis. Suspect, identifié sur place, force appropriée appliquée, aucun préjudice civil significatif. Personne ne posait plus de questions, personne ne creusait plus loin. L'absence de contrôle était déguisée en expérience de terrain. Les plaintes contre lui coïncidaient toujours avec ses distinctions. Les griefs étaient discrètement classés dans un système étiqueté, résolu en interne. Pour beaucoup, Malik Mitchell était le seul assez courageux pour pénétrer dans les ruelles que les jeunes officiers évitaient. Il savait quand simuler un coup de feu, quand utiliser une force qui ne laissait pas de marque, et il en récoltait les bénéfices. Non seulement des primes, mais une autorité. Ses mots avaient du poids, son regard faisait taire les salles, sa présence calmait des quartiers entiers. Puis vint l'incident au marché, un appel urgent concernant une montre volée. Mitchell arriva en moins de 2 minutes. La scène était familière, un vieil homme au visage pâle, un adolescent noir en sueur, la montre dans la main du jeune. Il n'avait pas besoin d'autres données. Pas de questions, pas de confirmation. Dans son esprit, chaque détail correspondait aux instincts qu'il avait nourris de préjugés pendant des années. Noir, t-shirt gris, au bon endroit, au bon moment, suffisant. Le poignet d'Aaron fut tordu, son visage éraflé par la saleté du trottoir. Mitchell ne l'entendit jamais parler, car il ne le laissa jamais faire. Lorsque son supérieur arriva, Mitchell avait déjà rédigé le rapport préliminaire, suspect, appréhendé sur place, tentative de fuite.
Une entrée classique, propre, justifiée. Cette nuit-là, il reçut un texto de son superviseur « Bon travail ». Le lendemain matin, il était proposé pour une reconnaissance interne. Il ne ressentait ni inquiétude ni doute. Tout suivait le rythme qu'il avait adopté depuis plus de 10 ans. Une arrestation, un entrefilé dans les nouvelles, une ligne de plus sur son dossier. Aaron Carter n'était pas une personne pour lui. Juste un sujet dans le système, une statistique de plus. Et ce qui plaisait le plus à Mitchell, c'était la conviction que personne ne pourrait briser ce cycle. Au début, il ne pensa pas grand-chose du nom de Lena Carter. Juste un nouveau visage, une femme noire en vêtements noirs tenant un gros dossier. Il en avait vu des centaines comme elle, journalistes, travailleurs sociaux, proches d'accusés, qui partaient toujours après avoir crié quelques phrases sur la justice et le système. Dans son esprit, Lena serait la même, une femme trop confiante, pensant comprendre la loi, destinée à s'effondrer lorsqu'elle réaliserait qu'à Millstone, la loi appartenait à des hommes comme lui. Elle entra dans la salle d'audience comme une femme ordinaire, mais se tenait comme si elle savait exactement ce qui allait arriver. C'était en ses yeux qui le dérangeait. Il ne clignait pas, ne rageait pas, ne suppliait pas. Il ne demandait pas la permission, et cela lui donnait envie de l'écraser. Puis il découvrit qu'elle était la sœur d'Aaron Carter, et il sentit le sang refluer dans sa gorge, pas par peur. Il détestait la coïncidence. Il détestait qu'un gamin noir arrêté ait une parente assez intelligente pour pénétrer dans le système. Il détestait quand les gens avaient soudain une voix sans l'avoir gagnée, comme lui l'avait fait. Pour lui, Lena n'était pas une menace parce qu'elle avait raison. Elle n'était pas juste la parente d'une victime. Elle avait un titre, une position, quelque chose qu'il croyait réservé à des gens comme lui, blancs, autoritaires, à la main ferme. Quand elle parla contre lui en cour, il ne ressentit pas de peur, il ressentit de la rage. Une rage que les règles qu'il avait suivies pendant des années, qui parle, qui se tait, qui s'incline, ne s'appliquaient soudain plus à cette femme. Il pensa qu'élever la voix ramènerait le silence habituel. Mais Lena ne resta pas silencieuse. Elle se releva après avoir été frappée, le regarda droit dans les yeux, comme si ce coup même avait exposé sa vraie position. Un homme hors de contrôle, ne méritant plus de représenter la justice. Dans les jours qui suivirent, il ne dormit pas une seule nuit complète. Son nom était partout sur Internet. Des citations de ses anciennes interviews devenaient des mèmes, des accusations, des dénonciations. La façon dont les gens le regardaient au commissariat changea. Ils ne le saluaient plus avec respect. Ils le regardaient comme s'il choisissait leur camp. Ce qu'il craignait le plus, ce n'était pas de perdre son emploi. C'était de perdre le contrôle de l'atmosphère. Avant, quand il entrait dans une pièce, tout s'arrêtait. Maintenant, l'espace ne se rétrécissait que légèrement. Pas par respect, mais par tension. Il avait toujours son badge. Mais Lena, d'une manière ou d'une autre, avait transformé ce badge en une question. Cet homme mérite-t-il encore de nous représenter ? Et ce qu'il ne pouvait admettre à personne, pas même à lui-même, c'était que Lena n'avait jamais eu à le menacer. Elle ne cherchait pas la vengeance, elle était simplement celle qui posait la question à laquelle il n'avait pas de réponse. Et pour quelqu'un habitué à ne jamais être questionné, c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Ce jour-là, la salle d'audience ne ressemblait à aucune audience précédente. Chaque siège était occupé avant le début de la session. Dehors, des reporters locaux, des étudiants en droit et des résidents des quartiers où le cas d'Aaron Carter était devenu viral attendaient, mais celui au centre de l'attention était un garçon de 17 ans, Aaron. Ses mains tremblaient encore légèrement lorsqu'il monta à la barre des témoins. Vêtu d'une chemise blanche simple, son visage était mince, mais ses yeux ne se baissaient plus comme au début, après son arrestation. Il savait qu'aujourd'hui serait la première fois qu'il pourrait parler une phrase complète, sans être interrompu, sans être jugé dès qu'on le voyait. Et la personne qui avait rendu cela possible était sa sœur, Lena Carter. La même femme qui avait été frappée dans cette même salle se tenait maintenant là pour protéger la justice. Lena ne s'assit pas avec l'accusation, ni ne s'approcha comme avocate de la défense. Elle se tenait à l'arrière, dans ce que le personnel du tribunal appelait la zone neutre. Pourtant, ce jour-là, son silence et sa détermination parlaient plus fort que n'importe quel argument juridique. Le dossier était complet. La vidéo de surveillance de l'épicerie montrait un homme noir de petite taille, en sweat à capuche sombre, arrachant une montre à M. James Brooks avant de s'enfuir. Puis, elle montrait Aaron à vélo, poursuivant le voleur, récupérant l'objet et le rendant. La vidéo était floue, mais indéniable. Le voleur avait un tatouage derrière l'oreille gauche. Aaron n'en avait pas. La personne rendant l'objet volé était Aaron, pas celui qui l'avait pris. Ces faits apparemment simples avaient été ignorés, effacés du rapport initial pour une seule raison. Il était un garçon noir, en t-shirt gris, debout près d'une scène de crime non encore investiguée. Monsieur James Brooks, le vieil homme de la vidéo, était également présent au tribunal. Lorsqu'on lui demanda s'il pouvait confirmer qu'Aaron était celui qui avait rendu la montre, il répondit « C'était clairement lui. Je me souviens qu'il a baissé la tête et s'est excusé de ne pas avoir attrapé le voleur. Ce n'était pas un argument d'avocat, ce n'était pas une preuve écrite. C'était la confirmation directe d'une victime. Quelque chose que personne n'avait pris la peine de demander lors de la première arrestation d'Aaron.
Après, lui vint Kevin Simmons, 16 ans, camarade de classe d'Aaron. Ses mains tremblaient, mais il raconta clairement les événements, avoir vu le vol, regarder Aaron poursuivre le voleur, puis le voir rendre la montre pour être menotté quelques instants plus tard. « Je n'ai pas parlé plus tôt parce que je pensais que les adultes comprendraient », dit Kevin, baissant la tête. Un long silence s'étendit dans la salle, une accusation tacite contre un système trop prompt à accepter un récit erroné. La personne qui soumit la vidéo était un représentant du département de police de Millstone. Mais tout le monde savait que si Lena n'avait pas insisté, si elle n'avait pas fait du porte-à-porte, magasin par magasin, cette vidéo aurait été perdue, comme tant d'autres. Maintenant, devant une ville qui lui avait autrefois tourné le dos, la vérité ne appartenait plus seulement à ceux au pouvoir. Elle se tenait à la barre des témoins comme un fait indéniable, et pour la première fois en des mois où il était étiqueté suspect, le nom d'Aaron Carter fut enfin prononcé correctement, sans ajout, sans effacement. L'air dans la salle portait un applaudissement silencieux, pas explosif, pas chaotique, mais assez pour sentir que tout le monde venait d'assister à quelque chose de rare, la vérité l'emportant. Aaron Carter, un adolescent autrefois mal jugé pour sa couleur de peau et sa présence au mauvais endroit, était maintenant vu pour qui il était vraiment. Il descendit de la barre non plus comme un accusé, mais comme quelqu'un reprenant son droit d'exister dans la société sans suspicion. Lena ne sourit pas, elle hocha simplement la tête doucement quand son frère la regarda. Pour elle, ce n'était pas un triomphe, c'était le dernier devoir d'une sœur et le premier pas de quelqu'un maintenant en position de pouvoir. Aaron fut finalement disculpé et libéré après le verdict final. Mais alors que les bruits de la salle d'audience s'estompaient et que la porte se refermait derrière elle, Lena sentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas un son, c'était un regard. Tout le monde ne le dégage pas. Mais elle avait appris à le détecter lorsqu'elle travaillait sur des affaires de mauvaise conduite aux affaires internes. Dans le couloir du 3e étage, près de la fenêtre de l'escalier de secours, Mitchell se tenait là. Il n'était pas là pour semer le chaos. Il n'interrompit pas, ne parla pas en cours, il se tenait simplement là, dans un manteau gris terne, mains dans les poches, menton légèrement baissé, mes yeux fixés sur le dos de Lena. Ce n'était pas du regret, ce n'était pas de la douleur, c'était le regard de quelqu'un observant sa forteresse s'effondrer et calculant discrètement comment la reconstruire à partir des décombres. Il retroussa la lèvre, pas un sourire, mais le léger tic d'un homme habitué à détenir le pouvoir sans être défié. Un homme à côté de Mitchell, peut-être un ancien collègue, peut-être quelqu'un du système, s'arrêta à mi-pas lorsqu'il entendit Mitchell murmurer. Pas fort mais assez clair. « Tu penses que tu as gagné ? Faux. La guerre ne fait que commencer. » Il ne regarda pas l'homme à côté de lui. Il parlait pour lui-même ou pour quiconque était assez courageux pour écouter. Le lendemain matin de l'audience, Lena quitta le quartier général plus tard que d'habitude. Elle était restée à examiner des dossiers seule jusqu'à près de 19 heures, non par peur, mais avec la compréhension qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de place pour la complaisance. Le tronçon sud de la rue Millstone menant à son quartier n'était pas long, juste un peu plus d'1 kilomètre, avec quelques boutiques fermées et des parkings vides éparpillés sur les côtés. Elle rentrait souvent à pied après le travail pour se débarrasser du poids de la journée. Mais ce soir, quelque chose semblait différent, plus calme, d'une manière qui tendait ses sens, comme si quelque chose l'attendait devant ou la suivait derrière. Le sud de Millstone, la nuit, portait toujours un calme trompeur, des rangées de bâtiments bas sous des lumières jaunes tamisées, l'atelier de réparation automobile fermé depuis 18 heures, de faibles lueurs de cuisine derrière quelques fenêtres, une odeur d'huile de cuisson et de cigarettes flottant depuis un appartement au 3e étage de l'autre côté de la rue. Lena connaissait chaque fissure dans le trottoir, chaque mur humide, même le cliquetis du métal d'un vieux panneau d'affichage au bout du pâté de maison. C'était la rue qu'elle choisissait pour se rappeler qu'aucune chaise de bureau ne valait plus que de connaître le sol sur lequel elle marchait. Mais ce soir, l'air changea, et elle le remarqua au 7e pas, après avoir quitté le commissariat. Le grondement d'une moto, d'abord distant comme un écho de tuyau, rugit soudain plus près, longeant le trottoir. Un moteur s'emballa brusquement. 3 silhouettes encapuchonnées, visages cachés, émergèrent des ombres d'un mur de station-service abandonné. Ils ne portaient ni machettes ni armes à feu, mais Lena vit les gants épais, les démarches assurées, des hommes habitués à frapper. Celui du milieu arborait un tatouage de serpent enroulé autour de son poignet gauche, ses yeux brillants d'un instinct de prédateur lorsqu'elle s'immobilisa. Pas de menace verbale, pas de cri, juste un espace qui se refermait rapidement, comme s'il n'avait eu besoin que d'un prétexte pour déguiser l'attaque en avertissement. Lena ne courut pas. Première erreur dans tout entraînement au combat rapproché. Elle recula de 2 pas, ses yeux scrutant rapidement. Une ruelle à droite, une grande benne à ordures, une clôture penchée derrière l'atelier de réparation. Elle avait déjà utilisé ce chemin pour sortir un enfant d'une fusillade. Les souvenirs n'étaient pas pour la nostalgie. Ils étaient pour la survie.
Elle pivota, balaya sa jambe et renversa la benne, ses talons glissant sur le béton humide. Le fracas du métal les surprit une demi-seconde, juste assez pour qu'elle se glisse par l'espace de la clôture. Les pointes de fer accrochèrent son manteau, mais ne l'arrêtèrent pas. En 2 minutes, elle avait disparu derrière la rangée d'usines, comme si elle n'avait jamais été là. Son téléphone était toujours dans sa main. Pas d'appel encore, pas de rapport immédiat. Elle ne voulait que ses plus fidèles alliés soient informés en premier. Une fois en sécurité, Lena signala l'incident. L'équipe d'intervention rapide arriva 15 minutes plus tard, mais les agresseurs avaient disparu. Ils n'avaient rien volé, rien dit, et seul un téléphone jetable restait près d'un arbre. L'analyse technique révéla une carte SIM inutilisable et quelques messages non envoyés. Aucun expéditeur indiqué, mais un message se démarquait. Vendredi après 21h, 8e rue, pas de voiture. Préfère marcher, toujours sur le côté gauche de la route. Chaque ligne décrivait Lena comme une cible sous surveillance à long terme. Les traces numériques pointaient vers un ancien nom. Carver, un ancien assistant de sécurité à temps partiel pour Mitchell lors d'événements de sécurité communautaire. Le phrasé, le timing et le style concis des textes reflétaient les briefings tactiques que Mitchell utilisait autrefois dans les opérations de contrôle civil. Aucune preuve directe ne le reliait, mais Lena savait qu'elle n'avait pas besoin de sa signature. Mitchell était toujours là, non pas en tant qu'officier, mais en tant que quelqu'un qui connaissait mieux que quiconque les angles morts et les habitudes du système. Il n'avait pas besoin de la tuer. Il voulait juste lui rappeler d'avoir peur, la pousser à se mettre sur la défensive, trop occupée à survivre pour continuer à avancer. Lena fixa le message, puis la rue, puis son ombre sous le lampadaire. Elle avait cru autrefois avoir laissé cet endroit derrière elle, mais elle comprenait maintenant. Le champ de bataille n'était jamais la salle d'audience ou le bureau. C'était chaque ruelle que quelqu'un supposait qu'elle ne revisiterait pas. Elle leva son téléphone et composa la ligne interne de l'inspecteur général. Sa voix ne tremblait pas, mais elle avait perdu toute légèreté. Je veux rouvrir toutes les plaintes impliquant des possibles représailles au cours des 8 dernières années, commencer par tous ceux qui ont servi sous Malik Mitchell. Le dossier de 2017 était enfoui au fond d'un tiroir métallique étiqueté « Résistance à un officier résolu ». Un seul nom y était associé, Darius Cole, pas de vidéo, pas de témoin tiers. Un rapport bref indiquait « Le sujet a résisté lors d'un contrôle routier ». A refusé de présenter une pièce d'identité, a utilisé un langage grossier nécessitant une retenue par les officiers. En bas, la signature rigide et familière, Malik Mitchell. Mais lorsque Lena consulta les dossiers hospitaliers, elle découvrit que Darius avait été admis la même nuit avec 3 dents cassées, une ecchymose de 20 cm sur la poitrine et une profonde éraflure au genou, exactement là où une matraque de police laisserait des marques. Elle ne convoqua pas Darius au quartier général. Elle se rendit au complexe de refuge où il vivait dans une quasi-invisibilité depuis sa condamnation. Darius sortit, son visage n'était plus intact. Ses dents tordues rendèrent la parole difficile. Mais quand Lena demanda « Avez-vous vraiment résisté ?» Il laissa échapper un rire rauque. « Vous êtes la première à poser la question en 7 ans. Les autres m'ont juste fait signer. » Lena rouvrit officiellement le dossier. Dans les heures qui suivirent, des notifications furent envoyées à 8 officiers ayant partagé des quarts de travail avec Mitchell cette année-là, ceux listés dans le rapport comme ayant confirmé aucun comportement inapproprié observé. Au début, ils restèrent calmes. Quelques-uns feignirent la surprise, mais au 2e tour d'interrogatoire, les fissures commencèrent à apparaître. Le dossier de Darius fut la première pierre jetée dans une eau calme, car s'il était réexaminé, quiconque avait couvert, coché les bonnes cases dans les anciens rapports, signés aveuglément pour des scores de performance, devenait vulnérable. Lena ne parlait pas durement, mais sa manière de questionner, précise et inébranlable, ne laissait personne sûr de son terrain. Quelqu'un éleva la voix dans la salle de réunion. « Vous êtes prête à détruire toute l'équipe pour une vieille affaire ?» Mais un autre officier referma discrètement son dossier et sortit sans un mot. Et puis cela arriva. La chose que chaque groupe de travail redoute, la fracture. 2 officiers demandèrent un congé prolongé, invoquant un stress personnel. Un autre demanda une mutation, 2 autres commencèrent à envoyer des textos, demandant « Jusqu'où creuse-t-elle ?» La suspicion se répandit comme un virus. Chaque regard dans la cantine, chaque vérification informelle semblait maintenant un test. Qui soutenait encore Mitchell? Qui se taisait pour survivre? Et qui commençait à craindre les choses qu'ils avaient autrefois faites. Lena n'avait pas besoin de réponse immédiate. Elle savait que les fissures dans un mur ne commencent pas par des coups. Elles commencent par la première ligne que quelqu'un ose voir. Maintenant, cette ligne s'élargissait, et ceux qui se sentaient autrefois en sécurité à l'ombre du pouvoir commençaient à frissonner sous la lumière qui s'infiltrait. Son nom était Lauren Wexley, une résidente d'une petite maison du côté ouest de Millstone, un quartier autrefois classé comme zone d'intervention spéciale, mais jamais réellement financé pour une véritable revitalisation. Elle n'était pas connue, n'était pas en ligne, n'utilisait pas de smartphone. Elle travaillait autrefois à temps partiel comme femme de ménage dans un lycée, puis comme soignante à domicile à l'heure.
Lorsque Lena retrouva la vieille plainte de Lorraine, déposée en 2013, elle découvrit qu'elle n'avait pas seulement été suspendue en interne. Le document original avait été marqué comme manquant lors de la migration numérique des données du commissariat. Dans le système, il ne restait qu'une note vague. Mère non coopérative, aucune preuve objective. Mais quand Lena se rendit chez elle, Lorraine n'eut besoin d'aucun encouragement. Elle se souvenait de chaque détail. Cela s'était passé lorsque son fils, Isaiah, 15 ans, attendait à un arrêt de bus avec des amis. Une bagarre éclata à proximité. La police fut appelée et Malik Mitchell fut le premier à arriver. Isaiah n'était pas impliqué. Mais lorsque les officiers ordonnèrent à tout le monde de se coucher au sol, Isaiah se leva et demanda pourquoi « Je n'ai rien fait ». Cette question, dit Lorraine, suffit. Mitchell poussa le garçon au sol, lui tordit les bras dans le dos et écrasa sa tête contre le trottoir brûlant d'un après-midi de juin. Lorsque Lorraine reçut un appel disant que son fils avait été arrêté pour obstruction à un officier, il avait une lèvre ensanglantée, une chemise déchirée et des bleus aux 2 poignets. Elle se précipita au commissariat, apporta un rapport médical, déposa une plainte officielle et rencontra même le commandant de l'unité. Et puis rien, pas d'appel, pas de suivi, pas d'excuses. « Vous savez, dit Lorraine à Lena, je n'avais pas besoin d'un procès, j'avais juste besoin que quelqu'un, n'importe qui, appelle et dise « Nous allons enquêter ». Juste cette phrase, mais ils sont restés silencieux. Et avec le temps, j'ai compris que ce silence était la réponse. Elle expliqua comment, après cet incident, Isaiah ne retourna jamais à son école de quartier. Il fut transféré, devint silencieux, renfermé. Il abandonna le basket, un sport qu'il aimait. Il ne devint pas amer, il apprit juste une chose, ne pas réagir. Lena ne prit pas de notes. Elle observa seulement les mains de la mère trembler, des mains qui avaient porté des formulaires de plainte de porte en porte, puis les avaient rangés dans un tiroir de cuisine, parce qu'il fallait encore que je travaille de nuit. Il fallait encore l'élever. Après la conversation, Lena retourna au commissariat et demanda aux archives de récupérer le dossier perdu de 2013. Un technicien senior lui tendit un vieux disque dur sur lequel un enregistrement pour Lorraine Wexley était étiqueté « plainte non officielle ». Aucun témoin confirmé, mais en creusant plus loin, Lena trouva le scan original, une photo des poignets d'Isaiah, meurtri en forme de menottes standard, et une note manuscrite d'un professeur d'éducation physique. J'ai vu Isaiah être emmené sans montrer d'agressivité. Cette lettre n'avait jamais été incluse dans un dossier officiel. Mitchell avait déjà déposé un rapport le même jour. Sujet à montrer un comportement désordonné, à refuser d'obéir. Et le système avait cru la signature sur le rapport. Pas la mère, pas le garçon, pas le professeur, seulement l'homme qui écrivait l'histoire en premier. Lena s'éloigna du bureau, marqua une pause en silence, puis mit à jour le statut du dossier. Réouvert pour enquête interne, demande de vérification de mauvaise conduite passée. Elle savait que personne ne serait arrêté pour cela seul. Mais pour la première fois en plus d'une décennie, quelqu'un avait écrit le nom de Lorraine Wexley sans y associer les mots « preuves insuffisantes ». Pour Lena, chaque plainte enterrée était une histoire volée. Et chaque histoire volée élevait une génération qui ne croyait plus en la justice, parce que la justice leur avait autrefois tourné le dos. Mais si elle pouvait ramener ces histoires à la lumière, peut-être que cette croyance n'était pas vraiment perdue. Peut-être attendait-elle simplement quelqu'un d'assez patient pour rappeler chaque nom dans les registres. Depuis que Lena avait commencé à rouvrir publiquement des dossiers scellés, des enveloppes anonymes commencèrent à apparaître. D'abord 1, puis 3, puis 5. Aucune n'indiquait d'adresse de retour, juste des feuilles imprimées avec des avertissements brefs et froids. Vous remuez ce qui n'était pas censé être touché. Protégez votre réputation, vous vivez. Protégez la vérité. Parfois, vous disparaissez. Une enveloppe ne contenait qu'une seule photographie, une vue de son appartement prise de l'autre côté de la rue la nuit, à travers une fenêtre non couverte. Pas de notes, pas de mots, mais Lena comprit exactement ce que cela signifiait. Quelqu'un voulait qu'elle sache qu'elle était surveillée. Ils n'avaient pas besoin de montrer leur visage. Mitchell n'avait pas besoin de signer quoi que ce soit. Pas besoin d'opposition ouverte. La crasse laissée par ceux qui avaient autrefois prospéré avec lui ou profité de sa présence suintait maintenant sous d'autres formes. Des rumeurs se répandirent, selon lesquelles elle utilisait le titre de chef de police à des fins politiques. Des emails anonymes l'accusaient d'avoir une relation personnelle avec un procureur qu'elle n'avait jamais rencontré hors du travail. Une publication cachée sur un forum interne des forces de l'ordre devint virale, affirmant faussement que Lena avait voté blanc lors d'une réunion budgétaire d'un groupe de travail communautaire, causant des réductions de salaire pour les officiers. Rien de tout cela n'était vérifié, mais c'était assez pour semer le doute. Et parfois, le doute est plus dangereux qu'une attaque directe. Cette nuit-là, à la veille de publier publiquement le rapport d'enquête préliminaire, Lena était assise seule dans son bureau. Les stores étaient ouverts, les lumières allumées, pas de rideau, pas de couverture. Si quelqu'un regardait, elle voulait qu'il voie. Elle était toujours là. Son bureau était un champ de bataille. Le dossier de Mitchell, les journaux des incidents suspendus, des copies de rapports de témoins non signés, une lettre de remerciement de Lorraine Wexley, le témoignage de Kevin Simmons. Tout était étalé devant elle, et elle était la seule encore debout.
Un jeune officier frappa et lui tendit une autre enveloppe contenant une photocopie de son certificat de naissance barré d'un trait rouge avec une note griffonnée « De qui êtes-vous l'enfant pour mettre un homme comme Mitchell en procès? Pas d'adresse de retour, juste une légère marque d'imprimante de bureau. » Elle mit l'enveloppe de côté. La brûler n'était pas une option. Le silence encore moins. Lena se tourna vers son écran, ouvrit le dossier intitulé « Première vague de publication », cliqua sur « Enregistrer » et imprima. Une par une, les pages sortirent, chaque page une preuve autrefois écartée. Chaque déclaration, autrefois jugée non fiable. Elle compila le dossier, le scella avec une étiquette « Rapport d'enquête préliminaire, publication publique ». Au matin, il serait livré aux journaux, au bureau du maire, aux conseils de supervision fédéraux et surtout affiché sur le bulletin numérique du département de police de Millstone. Pas de conférence de presse, pas de grand discours, juste un acte simple, que tout le monde voit. Elle n'attendait pas d'applaudissements. Elle n'espérait pas être appelée héroïne. Mais si une seule personne qui avait été réduite au silence voyait son nom dans ce rapport et réalisait « Je n'étais pas fou, je n'étais pas seul », pour Lena, cela suffirait. Elle ne détruisait pas le système. Elle lui donnait une chance de se regarder. S'il choisissait de résister, de défendre l'erreur, alors au moins, tout le monde devrait montrer sa position. Lena quitta le bureau juste avant minuit, les couloirs étaient de vide. Mais elle savait que l'obscurité n'avait jamais été le problème. Le problème, c'était les gens qui s'y étaient habitués, maintenant forcés de faire face à la lumière. Et elle était celle qui la tenait, non parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce que maintenant, personne ne pouvait l'arrêter. Le lendemain matin, le rapport de Lena Carter frappa Millstone comme une onde de choc silencieuse. À 7h30, les copies numériques furent téléchargées sur le site public du département de police, accessible à quiconque disposait d'un navigateur. À 8h, des copies physiques furent livrées au bureau du maire, à 3 journaux locaux et à un organisme fédéral de surveillance des forces de l'ordre. À 9h, les premières captures d'écran circulaient sur les réseaux sociaux, accompagnées de titres tels que « La nouvelle chef de police expose des années de plaintes étouffées » et « Millstone, la vérité derrière un badge ». Le rapport n'était pas un manifeste enflammé, ni une accusation directe. C'était un document méthodique, presque austère, de 47 pages, rempli de numéros de dossiers, de dates, de noms de plaignants et de résumés d'incidents. Chaque page était une brique déterrée des fondations d'un système qui avait prospéré dans l'ombre. Pas de rhétorique, pas d'émotion, juste des faits alignés avec une précision implacable. Et c'était précisément cette clarté qui rendait le rapport si dévastateur. Personne ne pouvait prétendre qu'il s'agissait d'une vendetta personnelle. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Le nom de Malik Mitchell apparaissait 17 fois dans le document, lié à des plaintes pour usage excessif de la force, falsification de rapports et intimidation de témoins. Mais il n'était pas seul. 6 autres officiers, dont 2 encore en service actif, étaient mentionnés dans des incidents similaires. Les dossiers montraient un schéma. Des plaintes déposées par des résidents des quartiers à faible revenu, souvent des personnes de couleur, étaient systématiquement classées comme non fondées ou résolues en interne sans enquête approfondie. Dans 3 cas, les plaignants avaient retiré leurs accusations après des visites non documentées d'officiers chez eux. Le rapport ne tirait pas de conclusion hâtive. Il se contentait de poser des questions. Pourquoi ces visites n'étaient-elles pas enregistrées? Pourquoi les caméras corporelles étaient-elles désactivées dans 60% des incidents impliquant Mitchell? Pourquoi des rapports hospitaliers, comme celui de Darius Cole, n'avaient-ils jamais été joints aux dossiers officiels? Ces questions, simples mais incisives, transformèrent le rapport en une arme que même les défenseurs les plus fervents de Mitchell ne pouvaient ignorer. La réaction fut immédiate mais divisée. À midi, une foule d'environ 200 personnes s'était rassemblée devant le quartier général de la police. Certains portaient des pancartes avec des slogans comme « Justice pour Aaron » et « Plus de silence ». D'autres, plus nombreux, étaient des résidents de longue date de Millstone, des jeunes, des mères, des retraités, qui n'étaient pas là pour protester, mais pour poser des questions. Une femme d'une 50aine d'années, tenant une photo de son fils décédé lors d'une altercation avec la police 5 ans plus tôt, déclara à un journaliste « Je ne savais pas qu'on pouvait rouvrir un dossier. Est-ce que quelqu'un regardera le mien maintenant ?» À l'autre bout de la ville, un groupe plus petit, composé principalement d'anciens collègues de Mitchell et de leur soutien, organisa une contre-manifestation. Ils brandissaient des pancartes proclamant « Soutien à nos officiers » et « La police n'est pas l'ennemi ». Un homme, vêtu d'une casquette portant le logo d'un syndicat de police, cria dans un mégaphone « Vous voulez le chaos? Virez les flics et vous verrez ce qui arrive ». Les deux groupes ne se rencontrèrent pas directement, mais la tension flottait dans l'air, relayée par les chaînes d'information locales qui diffusaient des images en boucle. Sur les réseaux sociaux, la bataille était encore plus féroce. Le hashtag « J'ai un coup de honte » continuait de dominer, mais un nouveau « J'ai Lena mensonge » émergea, poussé par des comptes anonymes et des groupes soutenant Mitchell. Des publications accusaient Lena de manipuler les preuves, de cibler les officiers blancs pour faire avancer une carrière politique. Une vidéo, montée de manière grossière, juxtaposait des images de Lena entrant dans la salle d'audience avec des extraits d'anciennes interviews de Mitchell sous-titrées « Une opportuniste contre un héros ».
En quelques heures, elle atteignit 400 000 vues. Mais pour chaque attaque, il y avait une riposte. Des utilisateurs partageaient des extraits du rapport, mettant en évidence des témoignages comme celui de Lauren Wexley ou de Darius Cole. Un compte local, à Millstone Verit, commença à publier des infographies détaillant les plaintes enterrées, attirant l'attention de militants nationaux. À 15 heures, le rapport avait été téléchargé plus de 10 000 fois et des avocats des droits civils d'autres États contactaient Lena pour offrir leur aide. Au sein du département de police, l'atmosphère était électrique. Les officiers se divisaient en 3 camps. Ceux qui soutenaient Lena en silence, souvent les plus jeunes, ou ceux issus de milieux marginalisés. Ceux qui restaient fidèles à Mitchell, voyant en lui un rempart contre le chaos. Et la majorité, qui adoptait une prudence calculée, attendant de voir de quel côté pencherait la balance. Lors d'une réunion interne à huis clos, un capitaine tenta de calmer les tensions. « Nous devons rester unis. Ce rapport ne concerne pas tout le monde ici. » Mais un officier subalterne, une femme qui avait rejoint le département 2 ans plus tôt, l'interrompit. « Si nous ne disons rien, comment saurons-nous qui est le suivant ?» La salle se tut. Personne ne répondit, mais le message était clair. Le silence, autrefois une armure, était maintenant une faiblesse. Lena, quant à elle, restait concentrée. Elle ne répondit pas aux attaques en ligne, ni aux demandes d'interview. Son bureau devint une forteresse de travail. Des piles de dossiers, des cartes murales reliant les plaintes aux officiers, des notes manuscrites sur les prochaines étapes. Elle savait que le rapport n'était qu'un début. La véritable bataille serait de transformer ces révélations en changements concrets. Elle rencontra des représentants du bureau du maire qui promirent un soutien public, mais en privé, ils l'avertirent. « Vous marchez sur un terrain glissant. Mitchell a encore des amis puissants. » Lena hocha la tête sans promettre de ralentir. Elle savait que chaque pas en avant attirerait plus d'ennemis, mais elle savait aussi que reculer n'était pas une option. Pas après avoir vu le visage d'Aaron lorsqu'il avait été disculpé. Pas après avoir entendu la voix tremblante de Lauren Wexley. Pas après avoir senti le regard de Mitchell dans le couloir, un regard qui disait qu'il n'avait pas fini. Ce soir-là, un nouvel incident secoua Millstone. À 22h15, une voiture banalisée fut retrouvée incendiée dans un parking abandonné près de l'ancienne usine de textile à la périphérie de la ville. À l'intérieur, partiellement brûlé, se trouvèrent des documents portant le logo du département de police. Les pompiers éteignirent l'incendie, mais pas avant que des fragments de papier ne soient récupérés. L'un d'eux, à peine lisible, contenait une liste de noms, dont celui de Lena Carter souligné 2 fois. Les autres noms correspondaient à des plaignants cités dans le rapport, dont Darius Cole et Lauren Wexley. Aucun suspect ne fut immédiatement identifié, mais les enquêteurs notèrent que le parking était à moins d'1 kilomètre d'un bar, fréquenté par des officiers proches de Mitchell. L'incident fut rapporté comme un acte de vandalisme, mais pour Lena, c'était un message. Quelqu'un voulait qu'elle sache que les enjeux allaient au-delà des mots et des rapports. Ils étaient prêts à brûler des preuves, littéralement, pour protéger leurs secrets. Le lendemain, Lena reçut un appel d'un numéro masqué. Elle ne répondit pas, mais un message vocal fut laissé. La voix déformée par un logiciel était froide. « Vous pensez que publier des dossiers va vous protéger ? Il y a des endroits où les caméras ne vont pas. » Lena écouta le message 2 fois, notant l'absence de panique, la cadence mesurée. Elle ne paniqua pas non plus. Elle transféra l'enregistrement à un service technique et ordonna une analyse des métadonnées. Puis elle se rendit à une réunion avec des avocats des droits civils où elle présenta un plan pour une enquête indépendante soutenue par des experts externes. Elle ne parla pas du message vocal ni de la voiture incendiée. Elle se concentra sur la nécessité de protéger les plaignants, à la lumière du rapport, pourraient être ciblés pour avoir pris la parole. « Vous demandez une protection fédérale ?» demanda l'un des avocats. « Pas encore », répondit Lena. « Mais je demande un système où personne n'a besoin de protection pour dire la vérité. » À l'approche de la fin de la semaine, un autre nom émergea des dossiers. Marcus Reed, un ancien sergent qui avait travaillé aux côtés de Mitchell pendant 8 ans. Reed avait pris sa retraite anticipée en 2019 officiellement pour des raisons de santé. Mais en examinant ses dossiers, Lena découvrit une anomalie. En 2016, Reed avait signé un rapport confirmant que Mitchell avait agi de manière appropriée lors de l'arrestation d'un adolescent accusé de vandalisme. Le rapport omettait un détail, une caméra de rue avait capturé l'incident montrant Mitchell plaquant le garçon au sol sans provocation apparente. La vidéo avait été archivée, mais jamais incluse dans le dossier officiel. Lena retrouva Reed, qui vivait maintenant dans une petite ville à 3 heures de Millstone. Lorsqu'elle le contacta, il refusa de parler par téléphone, mais accepta une rencontre dans un parc public. Reed était un homme usé, le dos voûté, les cheveux grisonnants. Il ne regarda pas Lena dans les yeux lorsqu'il s'assit sur le banc. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, dit-il, j'ai une pension, j'ai une vie maintenant. » Lena hocha la tête, puis lui tendit une copie du rapport de 2016. « Alors, pourquoi avez-vous signé ça ?» demanda-t-elle, pointant la ligne où Reed affirmait qu'il n'y avait eu aucun abus. Reed fixa le papier, ses doigts tremblant légèrement. Après un long silence, il murmura « Vous ne comprenez pas comment ça fonctionnait. Si tu ne suivais pas, tu étais fini. Pas juste toi, ta famille, ton nom, tout.
Il ne donna pas de détails, mais il glissa une clé USB dans la main de Lena avant de partir. « C'est tout ce que j'ai gardé, dit-il, faites-en ce que vous voulez, mais ne revenez pas. » La clé contenait 14 fichiers audio enregistrés secrètement lors de réunions internes entre 2015 et 2018. Dans l'un d'eux, la voix de Mitchell était claire. « Si quelqu'un dépose une plainte, assurez-vous qu'elle ne passe pas le premier bureau. Parlez-leur, faites-leur comprendre. S'ils insistent, trouvez quelque chose sur eux. Tout le monde a quelque chose. » Un autre enregistrement capturait une conversation entre Mitchell et un officier non identifié. « Les caméras, éteignez-les. Si on vous pose des questions, dites que la batterie était morte. » Lena écouta chaque fichier, notant les dates et les contextes. Ces enregistrements n'étaient pas des preuves directes dans une affaire spécifique, mais ils révélaient une culture. Un système où l'abus n'était pas une exception, mais une stratégie. Et Mitchell en était l'architecte. Lena transmit les enregistrements à une équipe d'enquête fédérale qui commença à construire un dossier pour des accusations potentielles de corruption systémique. Mais elle savait que la justice, si elle venait, serait lente. En attendant, elle renforça la sécurité autour des plaignants cités dans le rapport, notamment Lauren Wexley et Darius Cole, qui avaient reçu des appels anonymes leur demandant de retirer leurs témoignages. Elle rencontra également Aaron, qui reprenait peu à peu sa vie. Il avait recommencé à aller à l'école, mais il évitait les arrêts de bus et rentrait directement chez lui après les cours. « Je ne veux pas qu'on me voie, lui dit-il un soir. « Pas encore ?» Lena hocha la tête, comprenant que la liberté n'effaçait pas la peur. Elle promit de veiller sur lui, non pas en tant que chef de police, mais en tant que sœur. Le vendredi suivant, un article du Millstone Herald révéla que Malik Mitchell avait quitté la ville. Sa maison, une modeste bâtisse à 2 étages dans un quartier ouvrier, était vide. Les voisins dirent qu'il avait chargé un pick-up au milieu de la nuit et était parti sans dire un mot. Personne ne savait où il était allé. Certains spéculèrent qu'il avait rejoint des parents dans un autre état. D'autres pensaient qu'il se cachait, attendant que la tempête passe. Mais Lena savait qu'un homme comme Mitchell ne disparaissait pas simplement. Il planifiait, recalculait, trouvait un nouveau terrain où reconstruire son influence. Elle ordonna une surveillance discrète des anciens associés de Mitchell, mais sans preuve concrète, il n'y avait pas grand-chose à faire. Pour l'instant, il était un fantôme. Mais les fantômes laissent des traces. Une semaine plus tard, un officier subalterne, récemment transféré dans un autre district, contacta Lena sous couvert d'anonymat. Il affirma avoir vu Mitchell à une réunion privée dans un bar à la frontière de l'État, discutant avec d'anciens officiers et des membres d'un groupe de milices locales. « Il ne parlait pas comme quelqu'un de fini, dit l'officier. Il parlait comme quelqu'un qui prépare un retour. » Lena nota l'information, mais ne réagit pas immédiatement. Elle savait que courir après des ombres ne ferait que l'épuiser. Au lieu de cela, elle se concentra sur ce qu'elle pouvait contrôler. Faire avancer l'enquête, protéger les plaignants et construire un département où la vérité ne serait plus une menace. À la fin du mois, le conseil municipal de Millstone approuva une réforme majeure du département de police, incluant des audits indépendants des plaintes et une formation obligatoire sur les biais implicites. Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était un pas. Lena assista à la réunion du conseil, non pas pour parler, mais pour écouter. Lorsqu'un conseiller demanda si elle craignait des représailles, elle répondit simplement « La peur est ce qui a permis à ce système de durer si longtemps. Je ne vais pas y ajouter la mienne. » La salle applaudit, mais Lena ne sourit pas. Elle savait que les applaudissements s'estompaient, mais les ombres, elles, persistaient. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Lena passa par la même rue qu'elle empruntait toujours. Les lampadaires projetaient des ombres longues et nettes. Elle marcha lentement, attentive à chaque son. Le bourdonnement d'un moteur au loin, le claquement d'une porte d'appartement, le froissement des feuilles sous ses pas. Elle ne regardait pas derrière elle, mais elle savait que quelqu'un, quelque part, l'observait peut-être. Et si c'était le cas, elle voulait qu'il voie une femme qui n'avait pas peur. Pas parce qu'elle était invincible, mais parce qu'elle avait choisi de ne plus laisser la peur dicter ses pas. Millstone n'était plus la ville qu'elle avait connue. Et elle non plus. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant à Millstone, bien que le changement ne fût ni bruyant ni spectaculaire. Les réformes approuvées par le conseil municipal commencèrent à prendre forme. Un comité de surveillance indépendant fut mis en place, composé de citoyens, d'avocats et d'anciens officiers à la retraite, chargés d'examiner chaque plainte déposée contre la police. Les caméras corporelles devinrent obligatoires pour tous les officiers en service, avec des sanctions immédiates pour toute désactivation non justifiée. Une base de données publique, accessible en ligne, fut créée pour répertorier les plaintes et leur statut, mettant fin à l'ère des dossiers résolus en interne qui disparaissaient sans trace. Ces mesures, bien que modestes aux yeux de certains, étaient des fissures dans un mur qui avait semblé infranchissable pendant des décennies. Pour Lena Carter, elles représentaient un début, non une fin. Le rapport initial qu'elle avait publié continua de faire des vagues. Des organisations nationales des droits civils s'intéressèrent à Millstone, envoyant des observateurs pour surveiller la mise en œuvre des réformes. Des plaignants, longtemps réduits au silence, commencèrent à se manifester.
non plus seule, mais en groupe, soutenue par des avocats bénévoles. Lauren Wexley, dont l'histoire avait été enterrée depuis 2013, devint une figure discrète mais influente dans les réunions communautaires, encourageant d'autres parents à parler. Darius Cole, malgré les cicatrices physiques et émotionnelles, accepta de témoigner dans une enquête fédérale élargie sur les pratiques du département. Même Kevin Simmons, le jeune témoin qui avait hésité à parler, trouva un rôle en aidant à organiser des ateliers scolaires sur les droits des citoyens face à la police. Ces petites actions, cumulées, tissèrent un réseau de voix qui refusèrent de se taire. Millstone n'était pas guérie, mais elle apprenait à écouter. Malik Mitchell, quant à lui, resta une ombre. Les rumeurs sur son sort variaient, certains disaient qu'il s'était installé dans une ville reculée, d'autres qu'il travaillait comme consultant pour des groupes privés de sécurité. Une enquête fédérale fut ouverte sur ses agissements, mais sans preuve concrète liant directement ses associés aux menaces contre Lena ou à l'incendie de la voiture, aucune arrestation n'eut lieu. Pourtant, son nom n'était plus prononcé avec crainte ou respect. Il était devenu un avertissement, une leçon sur ce qui arrive lorsque le pouvoir s'exerce sans accountability. Dans les couloirs du commissariat, les officiers, qui l'avaient autrefois soutenu, parlaient maintenant à voix basse, conscients que l'époque où un badge suffisait à effacer la vérité était révolue. Quelques-uns, craignant d'être impliqués dans les enquêtes en cours, prirent leur retraite anticipée ou demandèrent des mutations. D'autres, inspirés par le courage de Lena, commencèrent à signaler discrètement des irrégularités qu'ils avaient autrefois ignorées. Le système n'était pas purifié, mais il était ébranlé, forcé de se confronter à ses propres failles. Lena, elle, continua son travail, non pas comme une héroïne acclamée, mais comme une femme qui savait que la justice n'était pas un moment, mais un processus. Elle renforça les protocoles pour protéger les plaignants, mettant en place des lignes directes anonymes et des points de contact communautaires dans les quartiers les plus vulnérables. Elle rencontra régulièrement Aaron, s'assurant qu'il reprenait confiance, non seulement en lui-même, mais en un monde qu'il avait si rapidement jugé. Aaron, désormais libre de toute accusation, retrouva peu à peu son sourire, bien que ses yeux restaient imprudents. Il parle de s'inscrire à des cours de mécanique, rêvant d'ouvrir un jour son propre garage. Lena l'écoutait, hochant la tête, et lui rappela doucement « Tu peux être tout ce que tu veux, mais n'oublie pas qui tu es déjà ». Ces mots, simples, étaient sa manière de lui rendre ce que le système avait tenté de lui voler, sa dignité. Un soir, plusieurs mois après la publication du rapport, Lena reçut une lettre, glissée sous la porte de son bureau. Pas d'enveloppe, pas de signature, juste une page pliée, écrite à la main. Les mots étaient brefs. « Merci d'avoir vu ce que personne d'autre ne voulait voir. Continuez. » Elle ne sut jamais qui l'avait écrite, peut-être un officier, peut-être un plaignant, peut-être un inconnu qui avait lu le rapport. Elle la rangea dans un tiroir, non comme un trophée, mais comme un rappel. Chaque jour, elle marchait dans les rues de Millstone, consciente des regards qui la suivaient, certains admiratifs, d'autres hostiles. Elle savait que les menaces n'avaient pas disparu, que les ombres comme Mitchell trouvaient toujours un moyen de ressurgir. Mais elle savait aussi que la peur n'était plus son ennemi. Elle l'avait affrontée, non pas en la vainquant, mais en refusant de la laisser guider ses pas. Un an après l'incident dans la salle d'audience, Millstone organisa sa première journée communautaire de dialogue avec la police, une initiative impulsée par Lena. Des résidents de tous les quartiers, des officiers en civil et des représentants d'organisations locales se réunirent dans un parc au centre-ville. Il n'y avait pas de discours grandiloquents, pas de promesses irréalistes, juste des tables rondes, des conversations difficiles, des questions sans réponse facile. Lauren Wexley y participa, partageant son histoire. Kevin Simmons aida à distribuer des brochures sur les droits des citoyens. Aaron était là aussi, assis au fond, écoutant plus qu'il ne parlait, mais présent. Lena ne prit pas la parole. Elle se tint à l'écart, observant, notant les visages, les gestes, les silences. Pour la première fois, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Une ville qui, même brièvement, essayait de se comprendre. En rentrant chez elle ce soir-là, Lena passa par la même rue qu'elle avait toujours empruntée, celle où les lampadaires projetaient des ombres longues et où chaque bruit pouvait être un avertissement. Mais cette fois, elle marcha sans scruter les coins sombres, sans tendre l'oreille pour un moteur au loin. Elle leva les yeux vers le ciel, où une lune pâle perçait à travers les nuages. Millstone n'était pas parfaite. Elle ne le serait peut-être jamais, mais elle n'était plus la ville qui avait menotté son frère pour avoir rendu une montre, ni celle qui avait permis à un homme comme Mitchell de régner par la peur. Elle était devenue un lieu où la vérité, même fragile, avait trouvé un espace pour respirer. Lena ajusta son manteau et continua de marcher. Derrière elle, les ombres s'étiraient, mais elle ne la suivait plus. Devant elle, la route était longue, incertaine, mais claire. Et pour la première fois, elle se sentit chez elle. Si vous avez été touché par le combat de Lena Carter pour la justice à Millstone, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer votre soutien et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire incroyable. Cliquez sur la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Ensemble, faisons entendre la vérité.